Bien, alors nous allons faire nos premiers pas dans la représentation graphique. Et avant d'établir un petit peu les éléments des codes qu'on va utiliser tout au long de ces sessions, je vais vous donner des petites images qui représentent un objet que vous connaissez bien. Ce jour-là, des personnes non-voyantes sont réunies autour de Michel Brice, dans une salle du musée du Louvre, pour apprendre à lire les dessins en relief. Alors je vous demande de me décrire cette image. Les motivations sont diverses, de la curiosité au projet personnel. Voilà l'objet de référence. Celle d'Anne Chotin trouve une résonance particulière avec son métier. Je suis professeure de lettres depuis 12 ans et je trouvais ça assez stimulant de relever le défi puisque le dessin c'est quand même quelque chose qui peut paraître assez antinomique avec la cécité. Je voulais essayer de comprendre aussi comment les voyants dessinaient les choses parce qu'en fait c'est complètement différent. La façon dont quelqu'un qui n'a jamais vu comme moi et un voyant peut dessiner. La forme révélée. Alors maintenant, je vous donne l'objet de référence dont l'anse est légèrement différente. Ça, c'est tout droit. Ici, La face, alors, comment vous devez explorer l'objet réel pour trouver un profil qui ressemble à celui qui est représenté sur le dessin? Vas-y, Anne. C'est plutôt une exploration partielle, j'ai envie de dire, Tout à fait. petit bout par petit bout. C'est par exemple l'anse qui va guider, Oui, alors que dans le quotidien, on a une exploration beaucoup plus globale, tout à fait. où on prend l'objet, on s'en saisit de manière générale. Oui, Voilà, voilà, c'est ouais. ça. Alors que là, on suit des contours. Ces supports, bien qu'encore assez rares jusqu'à présent, sont des opportunités précieuses dans l'accès à la connaissance des personnes déficientes visuelles. Alors, Par contre, en vue de dessus, Pour en améliorer l'usage, les documents tactiles sont l'objet d'études depuis une dizaine d'années à l'Institut pour le handicap et la formation adaptée. ici, là, Howell Corvest, du service accessibilité à la Cité des Sciences, a suivi ces études et mis en place ce type de stage. J'y ai trouvé tellement d'intérêt sur le plan personnel, sur le plan professionnel, qu'en ancienne enseignante, je me suis dit, mais enfin, il faut absolument transmettre ces données de l'image tactile et toutes les ressources qu'elles peuvent susciter à toutes les personnes qui souhaitent aussi y entrer. alors, nous allons continuer en prenant la représentation d'une maison extrêmement simple. Donc, vous trouvez sur la planche 3 images. Ces 3 images sont séparées par une ligne de pointillés. Et au croisement des lignes de pointillés, vous avez une croix. Cette croix est importante parce qu'elle signale les changements de point de vue. D'accord ? On s'est appuyé sur les principes du dessin industriel applicables aux objets et à l'architecture. Sur la maison, il fallait conjuguer la vue de face, la vue de dessus, mais surtout la vue de profil pour pouvoir déduire que, effectivement, j'étais en face de 2 pentes et non pas d'un plan horizontal. Donc, ce qu'on met en place intellectuellement, c'est la correspondance entre chacune de ces vues. ça veut dire qu'on n'est pas sur la droite, on est sur la gauche par rapport à la façade. Exact. Je vois effectivement le fait du toit. Si j'étais du côté de la cheminée, le fait du toit serait masqué par la cheminée. Et donc, effectivement, je me situe sur la gauche de la maison, nécessairement. Quand on ne voit pas, on a une vision beaucoup plus interne des choses que quand on voit. En même temps, on imagine comment on peut dessiner une maison qu'on verrait de face. Mais là, ça relève plus d'une expérience d'imagination que de vie, en fait. Bien, alors après la représentation orthogonale, sur des critères de dessin industriel, on va aborder la représentation du corps humain. Leur collaboration avec Cyril Gouillette a permis de mettre au point une approche progressive pour aller à la rencontre des œuvres d'art inspirées par le corps humain. Notre approche, évidemment, au départ, c'était de faire connaître la sculpture aux non-voyants, puisqu'on sait que le toucher étant tridimensionnel, c'est la forme d'art qui était la plus facile, je dirais, à découvrir.
Néanmoins, la peinture a une place primordiale dans nos collections. Il était évident qu'à un moment donné, il fallait qu'on aborde cette question de l'image. Et pour ce faire, on le voit dans la formation, l'idée est toujours d'abord toucher une statue donc en 3 dimensions pour ensuite venir à des représentations en 2 dimensions. Bon voilà, là je suis mettons à la cheville. Voilà, il faut continuer encore un peu pour pied. qu'on ait le pied. Voilà, Ça on va, peut le ça dire. Voilà, très bien. Bien. Donc on va positionner la tête à peu près. Où à ton avis? Je sais pas par ici. Ça me semble pas mal. Donc ça c'est une sorte de façon un petit peu qui se veut en tout cas très active pour inventer l'image. Et puis ensuite on propose de lire des images avec ces mêmes codes que les personnes évidemment auront essayé de mettre en place par elles-mêmes grâce à cette intervention du dessin. Alors On dirait qu'elle a presque la tête dessus. oui, il en sert quelque chose qui n'est pas représenté ici, qui est un oreiller. Ah, elle a mis sa main sous l'oreiller. Voilà, autour d'un oreiller. Donc on le retrouvera dans la page suivante. C'est énorme parce que c'est une représentation qui est complètement différente, quoi. Donc je pense que c'est comme apprendre une autre langue en fait. Voilà. Pour moi c'est ça l'analogie. On peut faire l'expérience tactile des objets usuels, du corps humain, de l'architecture, par contact ou grâce à des maquettes. Mais qu'en est-il lorsqu'on s'intéresse au décor ou au paysage? Comment peut-on de surcroît approcher la photographie? OL a travaillé avec Yuri Bilak, un photographe franco-ukrainien. J'ai une agence de communication en Ukraine qui se trouve dans un immeuble où il y a une imprimerie qui travaille pour les non-voyants, qui s'imprime du braille. Dans cette imprimerie travaillent des non-voyants. Et à ces non-voyants, lorsque je les rencontrais dans la montée d'escalier, un jour je leur ai dit venez voir mon exposition. Et là je me suis dit non, c'est peut-être une bêtise que je viens de dire, ils ne pourront pas voir mes images. Et je me suis dit peut-être que la prochaine exposition, je ne sais pas si ça va être possible de la faire comme ceci, mais j'aimerais bien la faire accessible, enfin orientée pour les non-voyants, accessible aux voyants. En vide pour le moment. Aurélie Pallard, designer, s'est spécialisée dans les supports tactiles qui accompagnent les expositions dans les musées. Donc avec le doigt pointé vers le haut. OL lui a proposé de se joindre à elle pour transposer les photographies de Yuri. Une arabesque, c'est-à-dire que la jambe, elle est tendue. Donc sur cette image, le travail s'est porté sur l'ergonomie au niveau des croix pour laisser assez de blanc pour que le doigt passe pour discriminer le motif, mettre en avant le personnage en l'agrandissant et supprimer l'arrière-plan de la porte. Sur cette photo, donc, on a gardé la ligne d'horizon, les arbres qui rythment la composition et le cheminement qui a été aplani, sur lequel on retrouve les 3 personnages centraux de la composition. Sur cette image, il a fallu extraire les joueurs de leur fond en rapportant une seule maison pour présenter quand même l'architecture et en déplaçant les personnages sur la gauche pour bien discriminer leurs instruments de musique. L'appréhension tactile se positionne par rapport à son propre corps. Et donc la proximité des objets. Et c'est à partir de sa position du corps dans l'espace que finalement les objets vont prendre forme. À partir d'une situation vécue effectivement physiquement. Donc la perspective qui émane d'une loi optique et qui émane par conséquent d'un vécu visuel ne correspond jamais à l'expérience d'une personne qui n'a pas la vision. Et sur la droite, on a gardé donc un élément végétal d'un arbre. Pour donner le rapport de grandeur, mais c'est intéressant de garder l'arbre pour toi. Absolument, absolument, y compris la clôture en bas. Puis ça permet aussi de garder l'organisation de ton image. Ouais, et puis moi j'aime bien sous les doigts avoir cette clôture comme tu m'as faite. Je trouve que ça glisse bien, on dirait des touches de piano. C'est vrai qu'il y a quelque chose du rythme comme ça entre les petites verticales. Oui, tout à fait. Alors, savoir qu'il va y avoir donc comme tu me l'as conseillé, un soutien audio et que je vais essayer de rattraper cette partie que je perds artistique de mes dessins dans le fichier audio. Il y aura des ambiances, etc. Si les dessins en relief permettent de toucher la forme au-delà des mots, le texte, qu'il soit lu ou écouté, reste indispensable. Accompagnant les dessins, il guide la lecture des lignes et des textures, raconte des histoires, suggère des atmosphères.
chaque non-voyant, chaque personne qui vient visiter l'exposition peut se créer sa propre image. Pour moi, peu importe si elle ne colle pas franchement à la réalité. L'essentiel, c'est que les gens qui viennent à cette exposition, j'ai envie qu'ils éprouvent du plaisir. Voilà, tout simplement. C'est à l'école que les jeunes élèves déficients visuels vont pouvoir acquérir des compétences de lecture de dessin. C'est à l'école aussi qu'ils sont le plus sollicités à lire des documents de ce type. Si on veut faire une histoire très très rapide de l'utilisation en milieu scolaire de ces documents, il y avait une pratique, au moins en ce qui concerne la géométrie, puisque les croquis de géométrie sont un des domaines dans lesquels notamment les non-voyants ont pu investir depuis fort longtemps, puisqu'on trouve des traces de ça qui datent du 19e, voire du 18e. Et puis l'autre domaine, c'est la géographie. Anne Saunier, professeure d'histoire-géographie dans un établissement spécialisé de Villeurbanne, se rend chaque semaine dans le centre technique de la région. Avec la transcriptrice Brigitte Perrénon, elle doit préparer les cartes indispensables à un prochain cours de première pro. Pour le cours sur la géographie du territoire, donc j'aurai besoin de la carte du relief et puis la France, repositionnement de la France par rapport aux axes majeurs de l'espace européen. Donc on va commencer sur le relief. En fait, moi, j'amène le document. Donc, le document, je l'ai choisi d'après mes objectifs pédagogiques. Donc, éventuellement, si c'est un document qui est pas du tout adaptable, je peux éventuellement changer. Bon, il y a beaucoup de documents en histoire-géographie. Donc, à partir de là, je soumets mes objectifs à Brigitte en essayant de garder donc, les informations qui me sont nécessaires, les notions que je veux transmettre dans mon cours. Texture pour la France, les fleuves pour faire un repère. Oui, ouais. On ne peut pas tout mettre, c'est une question de place, hein, surtout au niveau du braille, il faut faire un choix. Donc on va faire une carte décomposée en plusieurs volets que l'élève pourra mentalement ensuite reconstituer. Donc c'est clair qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 4 feuillets, on va dire, hein, pour qu'il puisse avoir une représentation globale de la carte, de ce qu'on veut qu'ils aient comme notion. Donc les fleuves, un petit encadré pour la Corse. Voilà. Donc ça c'est pour la première. Les côtes, les frontières, tout ça, on va vraiment modifier, on ne va pas coller à la réalité, on va symboliser en fait. Il faut vraiment passer, c'est une autre vision du trait. On ne cherche pas à faire la réalité, la vraie réalité quoi. On va simplifier pour rendre accessible le document. Le temps de conception du document est relativement long. En plus, on travaille pour toute la région Rhône-Alpes, ce qui fait qu'on a énormément de demandes. Du coup, on est obligé de prévoir un mois de délai environ. L'anticipation de la demande de transcription est d'autant plus indispensable qu'habituellement, Anne remet les cartes en relief aux élèves une semaine avant le cours. Le fait d'accompagner l'élève dans la découverte du document, c'est une étape indispensable qu'on n'a pas toujours justement le temps de réaliser. Si on a le document avant, on le fait. Et c'est vrai qu'il faut prendre aussi un petit temps avec l'élève avant le cours ou toujours essayer de trouver une petite plage horaire, ce qui n'est pas forcément aussi facile. Pendant laquelle on pourra découvrir le document ensemble. Il n'y a pas de formation spécifique, en fait, c'est chaque prof d'histoire géo au fil de la scolarité, dès le primaire, qui essaye de faire découvrir au niveau tactile les dessins, etc., les textures. Donc c'est quelque chose qui est très progressif et qui doit accompagner l'élève tout au long de sa scolarité. Je cherche une grande zone, par exemple là. Donc là, tu es sur le massif alpin. Je suppose que ça correspond à ça. Voilà. Est-ce que c'est dû au fait qu'il n'est pas assez ressorti ou on aurait pu la chauffer plus ou... En fait, je pense que c'est surtout une histoire de vraiment bien s'habituer au truc. Aux textures. Là encore, à force de les toucher, on arrive à différencier.
Mais il y en a des fois, c'est encore plus dur que ça. Est-ce que tu arrives à repérer les zones de relief sur la carte? Ça, on y voit bien, ça. Ça, c'est bon? Ça, on y voit bien, ça. D'accord. On y voit bien. Là, bon, si on y voit bien, c'est déjà ça. Là, c'est bien différencié. D'accord. On y reconnaît tout de suite. D'accord. Je ne vote plus depuis 5 ans. Amandine Vincent. Je me représente très très bien les choses mentalement, disons. Là, par exemple, sur ces cartes, donc d'abord, je m'y prends en lisant le titre. Donc là, j'ai différentes inscriptions. Et ensuite, j'essaye de reconnaître des choses déjà au toucher. Là, je reconnais tout de suite la pointe bretonne, par exemple. Et dans ma tête, j'ai la représentation déjà de la carte de France. Donc ça m'aide pas mal dans le travail de la carte en relief. On s'y fait, quoi, mais c'est vrai que de plus avoir une carte sous les yeux, mais sous les doigts, ça change quand même. Le relief, tu l'as trouvé? C'est bon? Oui. Celle-là, voilà. Dans cette classe de première pro, on a 2 voyants, des braillistes et puis des malvoyants. Donc c'est très mélangé. Ça s'appelle le relief. La seconde, elle est juste pour des choses beaucoup plus générales. Certains travaillent sur ordinateur, d'autres sur le dessin en relief, d'autres sur papier avec les adaptations pour malvoyants, d'autres grossissent sur les images JPEG ouvertes en aperçu sur l'ordinateur. Donc on essaie au maximum qu'ils aient le choix en fait et qu'ils soient les acteurs de leur propre adaptation. Donc ça, tu as les informations sur la dernière carte. D'accord ? Il y a une chose aussi importante que vous avez sur la deuxième carte pour les malvoyants, c'est les latitudes. Je n'utilise pas le tableau puisque la plupart ne le voient pas. Et donc on épelle beaucoup les choses, on répète beaucoup les choses. Et c'est vrai que le fait de verbaliser, au niveau de leur mémoire, qui ne peut pas forcément être visuel, c'est quelque chose de très important pour eux, je pense, oui. Voilà. On appelle ça aussi des lignes imaginaires, je suis d'accord. La question du temps, elle est récurrente. C'est toujours un problème, le temps. Le temps préparé à adapter. Après, le temps qui découvre le document. Et puis, c'est vrai que c'est pas aussi facile que pour les autres pour synthétiser l'information et pour être aussi réactif que certains autres élèves. Donc, il faut s'adapter en classe, il faut être très souple en classe. Mais c'est vrai que si on avait plus de temps, ce serait mieux. Mais bon. Une caractéristique, Benjamin. La plus grande difficulté à laquelle on se heurte aujourd'hui, c'est d'être capable de répondre de manière rapide à l'ensemble des demandes qui peuvent être formulées. On peut penser que les nouveaux dispositifs numériques peuvent apporter des solutions qui peuvent être efficaces dans ce domaine, à la fois pour transiter les demandes vers le centre de transcription, mais aussi pour pouvoir mettre à disposition les divers documents en direction des enseignants ou en direction des élèves. Donc dans ce contexte, une autre voie nous a semblé aussi importante à explorer, c'est de disposer d'un périphérique qui permettrait de mettre à disposition, à la manière d'un livre électronique, une image tactile sur une plage adaptée. Il faudra encore attendre pour que les promesses de ces nouvelles technologies se concrétisent. Néanmoins, depuis 25 ans, sont apparues peu à peu d'autres réalisations aussi remarquables que méconnues. Certains éditeurs se sont impliqués dans la création d'ouvrages tactiles. On peut citer le Louvre, avec des sujets sur la peinture ou l'archéologie, tels que les vases grecs, la Cité des Sciences, qui propose un livre sur les procréations, les éditions du patrimoine, sur l'architecture de certains monuments. Un éditeur niçois, Arimage, a rassemblé des reproductions d'œuvres d'artistes tels que Cocteau ou Matisse. Je pense que l'on peut tout à fait ressentir une expérience esthétique, un sentiment esthétique, une impression esthétique à partir d'une image tactile. Je pense que le premier point, c'est d'abord d'entrer dans la thématique
de l'image, d'entrer dans sa compréhension. C'est déjà un premier niveau où il y a la mise en place de tout un vocabulaire qui s'installe par rapport au thème, par rapport au contexte. Et donc, déjà, là, il y a un plaisir qui est de l'ordre de l'intellect. Et beaucoup de personnes disent « Ah, mais enfin, mais c'est comme ça y est, je comprends. » Et c'est un moment d'illumination, véritablement. Et puis, les mains peuvent aussi s'activer et avoir un réel plaisir esthétique à jouer, à laisser tout simplement son sens tactile errer à travers ce dédale de lignes, tout en leur conférant une véritable réalité entre le dessin, sa signification et son rendu graphique. Guidée par l'émotion esthétique, Anne Chotin s'est lancée avec une amie graveur dans un projet de pure poésie tactile, inspiré par le souvenir d'un jardin de son enfance. Puis là, on a joué sur le même procédé, avec du braille agrandi, et puis du braille en trou, et ce qui correspond exactement au texte. Parce que le mot qui est en braille, qui ressort bien, c'est renoué, donc on le sent bien. Et au contraire, le mot qui est en trou, c'est séparé. Donc il y a vraiment une harmonie entre le format et le fond. On voulait quand même avant tout être dans le plaisir immédiat et dans l'imaginaire. Elle me soumettait des images tactiles, donc des gravures, des empreintes, et puis moi je lui disais ce que ça m'évoquait, est-ce que ça correspondait bien à l'idée que j'avais voulu exprimer par le texte. Et on a tout le temps échangé, et puis à la fin on a réussi à faire aboutir une maquette, et puis voilà, maintenant on adorerait faire éditer ce livre, bon c'est quand même très compliqué. L'exposition de Youri Bilak a connu un vif succès dès son inauguration à Kiev en mai 2008. Les espaces d'exposition dans les musées sont des occasions de rencontre avec les dessins en relief sous les formes les plus variées. À droite, à l'opposé, là, c'est le fameux Komodo. Et pour klaxonner, vous poussez horizontalement la commande du Komodo vers le centre du volant. Bizarrement, le thème de l'astronomie est, je dirais, relativement facile à traiter par le dessin tactile. Pourquoi? Parce que d'une part, ici dans l'exposition, il y a beaucoup d'éléments qui sont transmis par le son. Et il suffit de quelques lignes, de quelques courbes, de quelques formes pour donner sens à ce que raconte le texte. Le spectre lumineux d'une galaxie présente des raies sombres caractéristiques des atomes qui la composent. Ici, il s'agit de la physique. Eh bien, on réutilise les conventions des schémas visuels et on les aménage de manière à ce qu'ils soient perceptibles tactilement. Finalement, le schéma tactile est très proche du schéma visuel. C'est pratiquement l'équivalent. L'image tactile est non seulement nécessaire, mais indispensable à une personne qui n'a pas la vision. Sans la forme, on est fréquemment à côté de la plaque, tout simplement. On reste dans un univers de mots, et dans le milieu du handicap visuel, on appelle ça le verbalisme. C'est s'exprimer avec énormément de mots, mais au fond, on ne sait pas bien ce que recouvrent tous ces mots. L'ergonomie de la main n'est pas celle de l'œil, mais il ne faut pas refuser aux mains la capacité et l'extraordinaire champ d'application de la connaissance et de l'émotion qu'implique le développement de l'image tactile. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'association Valentin AUI au 01 44 49 27 27, www.avh.asso.fr, l'association Voir Ensemble au 01 53 86 00 00, www.voirensemble.asso.fr,
La Fédération des aveugles et handicapés visuels de France au 01 44 42 91 91 www.faf.asso.fr. Vous pouvez retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres sur le site www.france5.fr/à vous de voir avec des tirets ou écrivez-nous à vous de voir, France 5, 2-4 rue Marceau, 92 130, ici les Moulineaux. Auteur-réalisateur Philippe Muller, productrice déléguée Suzanne Masson, avec la participation du Centre national de la cinématographie, avec le soutien de l'AVH, Association Valentin Huy au service des aveugles et des malvoyants, l'association Voir Ensemble, la Fédération des aveugles de France. France 5, pôle documentaire, Pierre Bloch de Friberg, Carlos Pinsky, Hervé Guérin, Philippe Lemort, Valérie Verdier-Ferré. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France 5.